Le chat et la vieille fille, 1953. Nouvelle de Roy Vickers. Version française publiée dans Mystère Magazine numéro 89, juin 1955. Le chat et la vieille fille. Certains éprouvent une tendresse particulière pour les chats, tandis que ces animaux inspirent à d'autres personnes une répulsion morale aussi bien que physique. On aurait vu, suivant une antique croyance, des chats exercer une influence généralement funeste sur des êtres humains, généralement de vieilles demoiselles. Il faut reconnaître que si Miss Paisley, vieille fille à l'âme esselée, s'éleva jusqu'à la plus scélérate hauteur, ou tomba dans l'infamie absolue, selon le point de vue que vous adoptez, son chat en fut l'origine immédiate. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de recourir aux sciences occultes pour élucider cette métamorphose. D'un bout à l'autre de cette histoire, la conduite du matou fut parfaitement féline. Il devait avoir 2 ans quand il fit irruption dans la vie de Miss Paisley. Elle en avait 54. Cette célibataire sémillante, soignée et inoffensive, jouissant d'une santé parfaite, faisait peu de cas de ses voisins. Elle était fille d'un négociant aisé et d'une mère qu'elle avait perdue à l'époque où elle commençait à peine à faire ses premiers pas. Sa petite enfance s'était déroulée en plein âge d'or de la bourgeoisie anglaise. On aurait pu trouver alors plus d'un point commun entre les grandes villas de la banlieue riche et les demeures féodales du Moyen Âge. S'il n'y avait plus de serfs sur les terres, on pouvait toujours rencontrer dans cette classe prospère une nuée de fournisseurs à l'obséquiosité traditionnelle, sans parler de la nombreuse domesticité. À 18 ans, Miss Paisley achevait ses études dans un pensionnat pour jeunes filles, un finishing school de Paris, quand son père mourut des suites d'une pneumonie, laissant son entreprise en pleine réorganisation. Le mobilier de la maison, 200 livres en argent liquide et une rente annuelle de 120 livres furent tout l'héritage de l'orpheline. Ses oncles et tantes, elle en avait un peu partout dans le pays, surent se montrer à la hauteur de la situation. D'un commun accord, ils décidèrent de ne pas lui faire continuer ses études et de la marier au plus tôt. Excellente solution, semblait-il. Miss Paisley n'avait jamais été la reine d'aucun des bals auxquels elle avait assisté. Mais c'était une jeune fille agréable, dotée de dons et de grâces, prisée selon l'usage. Au cours de sa première série de visites, elle prit pour argent comptant les chaleureuses expressions de bienvenue qui l'accueillirent.
Elle n'était pas exagérément prétentieuse, mais l'attitude de son père lui avait inculqué la conviction que sa firme commerciale était d'une valeur inestimable. Quant à celle des diplômes de la Finishing School de Paris, ils avaient été également cotés selon un postulat tout aussi élogieux. Pendant la seconde série de séjours, chacun durait environ 6 mois, elle découvrit que sa présence était tolérée plutôt que désirée. Amère vérité, à l'humiliation de laquelle elle chercha immédiatement un moyen d'échapper. La période suivante de sa vie fut donc consacrée aux soins des bébés et à l'accompagnement des vieilles dames. Hélas, le métier de gouvernante est bien ingrat, et les douairières savent refroidir les meilleures demoiselles de compagnie. Son impécuniosité et l'humeur difficile de ses patronnes eurent vite fait d'elle une humble créature prête à accepter avec reconnaissance les moindres miettes du festin de la vie. Aussi fut-elle très heureuse d'obtenir, peu après sa 20e année, un emploi stable d'employé dans un bureau du gouvernement. Il lui fallait à présent un home. Elle visita un immeuble portant le nom de Rumbold Chambers à Marpleton, à environ 25 km de Londres et à proximité de l'ancienne demeure paternelle. L'appellation Chambers, malgré une saveur édouardienne, est distinguée, désignait des appartements exigus, ayant vu des jours meilleurs et destinés sans doute à en voir de pires. Le loyer allait absorber près de la moitié de ses revenus, mais Rumbold Chambers avait de la classe, ou du moins Miss Paisley en était-elle persuadée. Les appartements encore vacants donnaient sur le vieux cimetière, et au-delà, on pouvait apercevoir le pont du XVIIe siècle enjambant le fleuve. Elle s'empressa de signer un bail à vie, et elle occupait encore le même appartement lorsque, 32 années plus tard, le chat entra dans son existence. Elle avait fait venir du garde-meuble tout le mobilier qu'elle avait pu caser dans le minuscule logement dont elle avait orné les murs de 6 agrandissements photographiques au cadre légèrement prétentieux qui tous représentaient différents aspects du jardin et de la maison paternelle. La radio devint d'un usage général, le cinéma parlant fit son apparition, l'aviation civile prit son essor, sans qu'aucun de ces événements ne modifiât sa vie. Des constructions industrielles envahirent Marpleton et ses environs. 5 ou 6 fois par an, elle s'octroyait le plaisir de rêvasser devant les lieux témoins de sa jeunesse. Puis, un beau jour, la vieille maison fut rasée pour faire place à une usine.
Miss Paisley ne s'était jamais fait d'ennemis, mais certainement pas d'amis non plus. Et la finishing school avait à jamais éteint son goût naturel pour la compagnie. Sa journée de travail achevée, elle se replongeait en hâte dans le rappel ému et mélancolique de son passé. Quand le chat apparut, Miss Paisley soliloquait avec animation, comme il arrive souvent aux personnes qui ont l'habitude de vivre seules. Je me demande si papa avait fait une erreur en réservant un coin pour la pelouse de croquet, un jeu si démodé. Oh, comment as-tu fait pour venir ici? Elle regardait, ébahie, le chat inconnu que sa promenade venait d'amener sur le rebord de la fenêtre. Un grand étage plus un bon mètre et demi au-dessus du sol. Les animaux ne sont pas admis au Rumble Chambers. Il faut en aller. Va-t'en, voyons, va-t'en. Le chat ferma à demi les yeux, puis sauta lourdement dans la pièce. Que tu es vilain, mon pauvre ami. Je crois que je n'oublierai jamais le persan de tante Lisa. Quelle bête magnifique. Tout le monde était aux petits soins pour lui. Mais toi, je ne crois pas qu'on te caresse souvent. On doit tout au plus tolérer ta présence, n'est-ce pas? Et peut-être même regretter que tu sois né. Pauvre petit. Assis sur son derrière, le chat regardait Miss Paisley fixement. Oh, après tout, tu peux bien rester pour le thé. Je n'ai pas de poisson. Mais il doit y avoir encore du vieux beurre de hareng que j'ai oublié de jeter. Et il reste du lait d'hier. Miss Paisley se mit à préparer son propre goûter. On était samedi. Il y avait 2 éclairs et 2 gâteaux au chocolat pour l'après-midi, et 2 meringues accompagnées de ces mêmes biscuits pour le dimanche. Quand l'eau fut bouillante, elle la versa dans la théière, puis racla le fond d'une boîte de beurre de hareng afin d'en étaler le contenu sur une mince tranche de pain rassis. Elle étendit ensuite un journal sur le tapis, un pan de celui qui ornait le grand salon paternel 34 années auparavant, et le chat surveillait ses préparatifs avec un ronron approbateur. Pauvre bête, comme c'est touchant de le voir montrer d'avance sa gratitude, remarqua la demoiselle en disposant la tranche de pain sur le journal à côté d'une soucoupe remplie de lait de la veille. L'animal tendit le cou vers le beurre de hareng, le renifla, mais n'y toucha pas. Il goûta le lait, n'y accorda pas plus d'un coup de langue, se rassit sur son derrière et regarda fixement Miss Paisley. Un regard vraiment désagréable à soutenir. Non qu'il y eût quelque chose d'étrange dans ce regard, mais les yeux, tout en étant normaux, donnaient l'impression du contraire, à cause d'un sillon blanchâtre traversant la fourrure d'une paupière à l'oreille opposée, pour s'étendre ensuite tout le long de la colonne vertébrale. Une blessure faite par une carabine à plomb avait déchiré un morceau de la joue et laissait apercevoir les dents, ce qui donnait à l'animal un ricanement presque humain.
Ajoutons qu'une certaine raideur de la patte antérieure gauche enlevait toute grâce à sa démarche, et vous aurez un chat dont la laideur était un vivant défi lancé aux jeunes jeteurs de cailloux du voisinage. Et quel nigaud tu fais, mon pauvre ami, conclut Miss Paisley. Tu ne sembles même pas capable de profiter des bonnes choses qui te tombent littéralement du ciel. La vieille demoiselle s'assit devant son thé. Le chat sauta sur la table, attrapa l'un des éclairs, redescendit avec précaution et dévora le gâteau sur le tapis, à 10 centimètres du journal. Ce fut au tour de Miss Paisley de regarder l'animal fixement. Quelle conduite inqualifiable! S'exclama-t-elle. Tu m'imposes ta présence, alors que je ne la désirais pas du tout. Je te traite avec la plus grande bonté. Le chat venait de terminer l'éclair sous le regard fasciné de son hôtesse involontaire. Les yeux de Miss Paisley se portèrent alors sur sa propre main. Les doigts semblaient se mouvoir indépendamment de sa volonté. Elle les vit se refermer sur le second éclair et le tendre au matou qui le saisit entre ses dents. Elle prit la soucoupe sous sa tasse encore vide, y versa du lait frais et la posa sur le plancher, écoutant le chat laper le liquide jusqu'à la dernière goutte. Une émotion nouvelle envahit son cœur. Il se mit à battre plus vite. Puis, pour la première fois depuis une trentaine d'années, elle éclata en sanglots. « Va-t'en !» cria-t-elle au milieu de ses larmes. « Va-t'en, je ne veux pas de toi ici, il est trop tard, j'ai 54 ans !» Quand sa respiration fut devenue normale, le chat était couché en rond sur le divan qui servait aussi de lit à la vieille fille. Un grand mois s'écoula avant que Miss Paisley fût absolument certaine de désirer voir le chat s'installer pour de bon dans sa vie. Son attitude envers l'animal n'avait rien de la sentimentalité naïve qu'on imagine volontiers lorsqu'il s'agit d'une vieille fille et d'un chat. Elle le traitait en matou et ne lui attribuait pas de qualités humaines. Les mensonges n'étaient pas de mise entre eux. Elle parlait beaucoup, nous l'admettons, mais elle lui parlait comme à un ami véritable que rien n'oblige à vous écouter. Le rôle du chat, en un sens, se rapprochait assez de celui d'une dame de compagnie. « Excusez-moi, madame. » Jenkins, le surveillant chargé de percevoir les loyers, qui avait remplacé le portier d'une époque plus heureuse, l'avait arrêté dans l'étroit vestibule. « Est-ce que ce chat au museau blanc et noir ne serait pas à vous par hasard ?» Un mois plus tôt, Miss Paisley se serait répandue en excuses et aurait promis de se conformer en toute hâte au règlement. « C'est mon chat, Jenkins, et je suis prête à vous donner une demi-couronne chaque semaine en dédommagement des ennuis qu'il pourrait vous causer. »« C'est bien aimable à vous, madame. Je vous remercie. Je voulais seulement vous dire que je l'ai vu sauter de la fenêtre de Mr. Rinditch avec un morceau de poisson dans la gueule. Il s'assura d'un coup d'œil que la porte du locataire était bien fermée. Vous savez comment est Mr. Rinditch.
Miss Paisley n'ignorait pas que Rinditch était bookmaker et qu'un certain nombre de sous-ordres prenaient des paris pour lui dans les cafés. Seul le locataire de l'immeuble à posséder un important compte en banque, il impressionnait beaucoup Jenkins. Courteau, trapu, avec un large visage maussade et une encolure de bovin, Miss Paisley le trouvait d'une horrible vulgarité. Défaut qui provenait de la substance même de cet homme, pensait-elle. Les autres locataires avaient seulement l'air de gens ordinaires, ce qui n'était pas leur faute. Je lui donnerai de bonnes choses à manger pour l'empêcher de voler. Très bien, madame. Ce madame coûtait à Miss Paisley dans les 4 livres par an. Pas une des femmes de la maison n'avait droit à ce titre. Et Jenkins ne donnait du sir à aucun des locataires mâles, pas même à Mr. Rinditch. Pour Miss Paisley, 2 livres d'étrenne et une demi-couronne par-ci par-là, en récompense de services le plus souvent inutiles, était un bon placement. Dans son rêve éveillé, elle se voyait comme une exilée, attendant l'instant de reprendre un style de vie qui, sans qu'elle s'en fût aperçue, avait quasiment disparu d'Angleterre. La besogne dont elle s'acquittait tant bien que mal depuis plus de 30 ans dans les bureaux du gouvernement ne représentait à ses yeux qu'un expédient provisoire. La présence du chat l'obligeait à modifier certains de ses principes, mais son rêve demeurait intact. Il faut que je prépare ta viande, expliqua-t-elle ce soir-là à l'animal, et j'appréhende un peu cette opération. Débiter de la viande crue ne figurait pas parmi les matières qu'on avait jugé utile d'apprendre aux jeunes filles dans ma pension, vois-tu. Je me souviens pourtant qu'au cours d'un pique-nique sur la rivière, les 2 domestiques chargés de nous apporter les paniers de victuailles, elle décida de demander conseil à Jenkins. Il lui prêta un couteau, impressionnant instrument aux manches noires et à la lame effilée. Un couteau français, lui dit-il, ajoutant qu'elle pourrait en acheter un semblable chez n'importe quel quincaillier, ce qu'elle fit dès le lendemain. Il fallait maintenant couper la viande en petits morceaux. Elle en frissonnait d'avance et sacrifia un souvenir, la paire de gants de cuir qu'elle portait autrefois pendant les vacances pour ses exercices d'équitation. Le 3e jour du 4e mois, le chat n'apparut point à l'heure du repas. L'inquiétude s'empara de Miss Paisley. Elle se coucha 1 heure plus tard que d'habitude et resta éveillée jusqu'à l'aube, luttant contre l'inexorable certitude que cette bête lui était devenue essentielle. N'arrivant pas à comprendre pourquoi, elle s'efforça de se persuader qu'elle se trompait. Elle n'ignorait pas que certaines vieilles filles s'enflamment à la folie de quelque matou et passent leur temps à le caresser et à lui tenir des discours en langage bébé. Elle n'éprouvait pas de semblables sentiments pour le sien, le trouvait plutôt malpropre et ne le touchait pas sans un peu de répugnance. Les chats ne l'avaient d'ailleurs jamais particulièrement attiré, mais celui-ci
avait quelque chose de plus que les autres. Il revint au petit jour en passant par la fenêtre restée ouverte. Miss Paisley sauta hors de son lit et enleva le couvercle posé sur l'assiette de viande. Le chat bâilla sans avoir l'air de l'apercevoir, puis il s'étira, bondit sur le pied du lit et se coucha en rond. Il dormait déjà quand Miss Paisley retrouva son oreiller. Elle connaissait suffisamment les mœurs de l'agent féline à présent pour comprendre qu'il avait trouvé sa pitance ailleurs, et elle en tira l'inquiétante conclusion qu'un chat vagabond vagabonderait toujours. Le lendemain, elle acheta un collier sur lequel elle fit graver l'avis suivant: une livre de récompense pour mon retour, suivi de son nom et de son adresse. Elle pouvait envisager sans effroi de telles dépenses, car elle avait mis de côté plus de 500 livres pendant les 30 dernières années. Le soir même, elle attacha le collier autour du cou de l'animal. Il s'en débarrassa aussitôt. Elle défit la boucle de sûreté et lui passa à nouveau le collier, recommença 5 ou 6 fois avant de se résoudre à attendre une occasion plus favorable. Tu m'as montré toi-même l'attitude à avoir, lui dit-elle le lendemain soir. Le premier jour, tu as refusé la pâte de hareng avancée et le lait aigre. Tu avais raison. Mais à présent, écoute-moi bien, car ce serait dommage d'être obligé de nous disputer ou de cesser de nous voir. À présent, écoute-moi bien. Pas de collier, pas de viande. Après quelques légers malentendus, le chat accepta de conserver le collier autour de son cou le temps du repas. Le troisième soir, il oublia de s'en débarrasser. À la fin de la semaine, il avait cessé de remarquer sa présence et ne fit plus d'efforts pour l'ôter, même lorsqu'il lui arrivait de se gratter. Il le garda pendant le reste de sa vie. Après l'affaire du collier, leur entente eut une assise plus solide. Miss Paisley s'acheta une robe neuve, un chapeau trop jeune pour elle et une veste en daim aussi verte que les yeux d'un chat. Un mois de paisible contentement suivit. La seule ombre au tableau fut une phrase de Jenkins l'avisant que le chat continuait ses visites chez Mr. Rinditch. Et quelque chose de mielleusement triomphant la frappa dans le ton de sa voix. Il avait manifestement l'air de prendre certain plaisir à lui faire cette remarque. Et pour la première fois, le soupçon vint à la vieille fille que le titre de Madame était ironique et que Jenkins en tirait un amusement secret. Mais le samedi suivant, elle eut la preuve qu'au sujet du chat, tout au moins, Jenkins avait dit la vérité. Ce jour-là, elle rentrait chez elle un peu après 1 heure. Pendant qu'elle traversait l'entrée pour gagner l'escalier, la porte de Rinditch s'ouvrit. Le pied du locataire devint visible. Un instant, le chat également. L'animal fut projeté dans la direction de l'escalier. Lorsqu'il heurta la boiserie,
Miss Paisley ressentit une douleur atroce dans la région de ses propres côtes et se précipita pour le prendre, mais il cracha et se sauva en clopant. Elle demeura interdite, surprise et peinée par sa conduite. Puis, soudain, son visage s'éclaira. Ah, tu fais fi de la pitié humaine, murmura-t-elle. La tête haute, les yeux brillants d'un bonheur nouveau, elle frappa à la porte de Mr. Rinditch. Quand le large visage renfrogné apparut dans l'embrasure, elle le fixa avec la froideur distante, digne de son protégé. Vous avez donné un coup de pied à mon chat, monsieur. Ah, elle est à vous, cette sale bestiole. Alors rangez-la, ou elle va tâter de mon balai. Je suis désolé qu'il soit entré chez vous. Moi aussi, je le chope encore et j'y fais son affaire, c'est moi qui vous le dis. Mr. Rinditch claqua la porte au nez de sa voisine. La langue qu'il venait d'employer ne figurait pas dans les matières enseignées à la finishing school parisienne. Et Miss Paisley se demanda quelle pouvait bien être la signification de sa phrase. Comme elle semblait pouvoir s'interpréter d'une façon déplaisante pour le chat, elle se persuada que ces mots ne voulaient rien dire. Puis, songeant à sa propre audace, elle s'émerveilla d'avoir osé braver un homme aussi grossier et brutal qui aurait très bien pu déclencher un scandale. Entre-temps, le chat avait gagné le premier étage et attendait sa maîtresse devant la porte. Il ne voulait toujours pas se laisser caresser, mais quand elle s'assit dans son fauteuil avant de préparer le déjeuner, il sauta sur ses genoux pour la première fois depuis le début de leur relation. Poussant un petit grognement, il bougea un peu, enfonça ses griffes à travers le tissu de la robe de Miss Paisley pour affermir sa position, puis, confortablement installé, il ronronna un moment et s'endormit. Quand l'horloge sonna 2 heures, Miss Paisley s'aperçut qu'elle n'avait toujours pas faim. Le lendemain dimanche, le chat reprit sa vie habituelle, sans paraître souffrir de sa mésaventure. Il engloutit sa ration carnée et avala la seconde meringue de Miss Paisley pour son dessert. Mais cela ne compensait pas la choquante brutalité de Mr. Rinditch. Le lundi matin, Miss Paisley arrêta Jenkins sur le palier du premier étage et s'enquit du nom exact de Rinditch, expliquant son intention de l'assigner devant le tribunal pour cruauté envers les animaux. Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, madame, mais ça ne vous avancera pas de lui faire cracher 10 shillings. Il lui arrive de payer des 50 livres d'amende par mois pour ces ramasseurs de Paris, sans y attacher plus d'importance que vous au prix de votre ticket d'autobus. Miss Paisley fut un peu interloquée et Jenkins continua. Vous n'en reviendriez pas, madame, si vous saviez quelle somme lui passe entre les mains. La veille d'une course hippique importante, il revient chez lui vers 6 heures avec plus de 200 livres dans sa serviette. À 8 heures moins le quart, il redescend faire le tour des bistrots
et revient à 10h30, avec son sac aussi rempli que la première fois. Le montant de l'amende importe peu, songea Miss Paisley. Il s'agit d'une question de principe. L'homme de loi qu'elle consulta pendant l'heure du lunch ne sembla pas très bien saisir la nature de ce principe. Vous serez incapable de rien prouver, dit-il. L'acte de violence, vous l'admettez vous-même, n'a laissé aucune trace sur l'animal. Dans ces conditions, la cour vous déboutera au milieu des rires de tout le monde. Cette phrase la heurta profondément et lui fit un peu peur. En rentrant chez elle, elle trouva le chat tapi de l'autre côté de son bureau. Il ne prêta pas attention à son entrée, mais elle avait besoin d'épancher tout de suite son cœur. La cour nous débouterait au milieu des rires de tout le monde, lui dit-elle. En d'autres termes, Mr. Renditch peut se permettre de nous piétiner. Et la cour se moque de nous en le regardant faire. C'est sans doute très drôle de nous voir souffrir. De toutes les minutes composant la vie de Miss Paisley, celle-ci était sans conteste la plus mal choisie pour émettre une telle remarque. Car si elle n'avait pas été aussi préoccupée par ses propres pensées, elle aurait deviné pourquoi le chat se cachait derrière le bureau, et elle aurait compris combien cette position était stratégique. Elle décrivait encore son entrevue avec le juriste quand l'animal fit un bond, puis se tourna vers elle, une souris vivante en train de gigoter dans sa gueule. Miss Paisley accepta la situation avec un soupir. Les souris ne lui inspiraient aucune frayeur instinctive et lui semblaient de jolies petites bêtes dont elle aurait volontiers encouragé les ébats, n'eussent été leurs habitudes réprouvées par les hygiénistes. Elle savait, sinon par expérience, du moins d'après la phrase proverbiale, que les chats ont l'habitude de jouer avec leurs victimes. Elle fut cependant surprise, et ce spectacle créa un certain désordre en son esprit. Oh non, arrête, voyons. Tu ne comprends donc pas. Nous ne valons pas mieux que Mr. Renditch alors. Oh mon Dieu, je vous en prie, empêchez-le de continuer. Je ne peux voir ça. Il ne faut pas. Ça ne sert donc à rien de vous supplier, Seigneur. Vous moquez-vous donc aussi de nous? Pendant plusieurs secondes, Miss Paisley fut incapable de commander à ses muscles. Puis le courant glacé qui montait le long de son épine dorsale se transforma en chaleur et se répandit sur toute la surface de son corps, tandis qu'un bruit de craquement, on aurait dit le crépitement d'herbes sèches en train de brûler, lui emplissait les oreilles. Sa respiration cessa d'être pénible. La comédie que des générations de chats jouaient rituellement depuis des temps immémoriaux captiva son attention et, malgré elle, l'intéressa. Quelques minutes s'écoulèrent. Miss Paisley
réprima un petit rire, mais ne put s'empêcher de pouffer nerveusement. Le chat, qui peut faire naître dans le cœur des hommes tant d'illusions sur sa propre nature, semblait jouer avec la souris afin d'amuser la galerie, jouer sans ménager sa peine pour obtenir un éclat de rire. Et Miss Paisley finit par s'esclaffer. Une longue période suivit, pendant laquelle la vie redevint normale. Les mois passèrent sans incident notable. Les jours ne se distinguèrent pas les uns des autres, et Miss Paisley prit l'habitude de se considérer comme une dame d'un certain âge qui se trouvait simplement posséder un chat domestique. De certaines absences, elle déduisit que ce chat aimait vagabonder et se faire offrir de temps en temps quelques bons morceaux par des inconnus, quand il ne les chapardait pas lui-même. Elle était presque parvenue à se persuader qu'il avait en tout cas abandonné la dangereuse coutume de visiter l'appartement de Mr. Hinditch. Au début de l'été, une quinzaine de jours avant la tragédie finale, cet espoir s'évanouit. Le chat était sorti vers 8h30 après le repas du soir. Miss Paisley était à sa fenêtre, attendant paresseusement son retour, quand elle l'aperçut, perché sur le mur séparant la cour de l'ancien cimetière. Elle lui fit un signe d'appel. Il la regarda sans broncher, puis procéda minutieusement à sa toilette, ce qui lui prit 10 bonnes minutes. Après quoi, il se laissa glisser vers la cabane à outils, mais au lieu de gagner le tuyau d'écoulement des eaux qui l'aurait conduit vers la fenêtre de Miss Paisley, il changea de direction. En se penchant beaucoup, elle parvint à entrevoir la fenêtre de Mr. Hinditch. Elle descendit l'escalier 4 à 4, passa sans ralentir devant la porte du bookmaker et gagna celle qui donnait sur la cour. Après avoir contourné les 6 boîtes à ordures, elle arriva devant la fenêtre de leur ennemi. Le châssis à guillotine était levé, laissant une cinquantaine de centimètres entre le bas de la vitre et le rebord de pierre, ce qui lui permit d'apercevoir le chat tranquillement couché sur le lit de Mr. Hinditch. Essayer de l'attirer en lui offrant de la nourriture sitôt après son principal repas serait inutile. Aussi se contenta-t-elle de l'appeler d'abord d'une voix caressante, puis désespérée. Nous sommes en grand danger, murmura-t-elle. Ne t'en rends-tu pas compte? Le chat la regarda un instant et ferma les yeux. Miss Paisley examina l'intérieur de la pièce. Peu de meubles, mais qui valaient certainement cher, et sur les belles boiseries, d'horribles calendriers et des patères en métal. Le rebord de la fenêtre se trouvait à plus d'1,30 m du sol. Elle passa son buste par l'ouverture, fit monter le panneau, s'introduisit dans la chambre et saisit le chat par la peau du cou. Négligeant de ramener derrière elle la vitre à sa position initiale, elle ne lâcha pas l'animal avant de se retrouver en sécurité dans la cour.
Tous deux atteignirent son appartement sans avoir rencontré âme qui vive. Au cours de leur dernière quinzaine de vie commune, Miss Paisley reçut du chat ce qu'elle aurait elle-même appelé une dernière leçon. Elle revenait de son bureau à la fin d'un chaud après-midi quand, arrivée à 50 mètres de Rumble Chambers, elle aperçut le chat en train de se chauffer sur le trottoir ensoleillé. Un homme tenant en laisse un chien labrador venait de la direction opposée. Brusquement, le chien bondit, arrachant la laisse de la main de son maître. « Attention, sauve-toi !» hurla Miss Paisley. Le chat vit son ennemi une seconde trop tard. Sa patte raide mettait d'ailleurs toute idée de fuite hors de question. Miss Paisley courut vers lui et, sentant le souffle brûlant du chien sur sa nuque, se prépara à entendre ses propres os craquer. Mais une chose incroyable, lui sembla-t-il, se produisit. Le chien bondit loin de sa victime et se mit à courir en rond en hurlant de douleur, tandis que le chat se réfugiait sur le montant d'une barrière voisine. Le promeneur avait attrapé le bout de la laisse et s'efforçait de calmer la bête. Une prière d'action de grâce jaillit spontanément des lèvres de Miss Paisley et toute une longue vie de politesse estompa provisoirement la leçon qu'à son idée elle venait de recevoir du chat. « Je crains qu'il n'ait blessé votre chien, monsieur, dit-elle. Si je puis faire quelque chose. Mais pas du tout, miss, répliqua l'homme avec un jovial accent cockney. Mon chien a eu ce qu'il cherchait. C'est comme ça qu'un chat doit se défendre. Faufile-toi par en dessous et hardi petit, vas-y, à coups de dents et à coups de griffes. La gorge du labrador était ensanglantée et deux longs sillons rouges zébraient sa poitrine. J'ai de la teinture d'iode chez moi, risqua Miss Paisley. Il n'a pas besoin de ce truc-là, bon sang. Son aventure avec votre matou lui évitera peut-être d'avoir un œil arraché la prochaine fois qu'il en rencontrera un autre. Vous en faites pas pour lui, miss. Miss Paisley s'inclina, sa conception des hiérarchies sociales qui correspondaient à son sens des valeurs morales en déroute. L'accent cockney de cet homme était aussi flagrant que l'excellence naturelle de ses manières. L'univers de Miss Paisley changeait vraiment trop vite à son goût. 6 jours encore et 6 nuits, elle goûta le plaisir d'avoir le chat près d'elle. On peut inclure dans cette période les 4 journées et demie passées au bureau, car son travail, devenu trop machinal, ne l'empêchait pas de savourer inconsciemment la joie que lui procurait leur association. Elle n'éprouva jamais le besoin d'en analyser la nature et ne se rendit même pas compte combien il était étrange de ne pas avoir donné de nom à l'animal. Un mardi soir, Miss Paisley ne trouva pas le chat en rentrant de son bureau. « Tu recommences à oublier l'heure des repas, grommela-t-elle. Enfin, tu auras 10 minutes de grâce aujourd'hui. Son abonnement à un magazine donnant les photos des événements mondains était terminé. Elle remplit une formule de renouvellement et partit acheter un mandat à la poste. En passant devant chez Mr. Rinditch,
Elle entendit celui-ci jurer tout seul derrière la porte fermée. Une sorte de sifflement suivit, semblable au son que produirait une corde tirée rapidement contre un objet métallique. Puis il y eut une furieuse toux, ou bien peut-être un grognement étouffé, et quelque chose crissa sur le bois. Des griffes de chat feraient ce genre de bruit, comme si l'animal avait été suspendu près d'une boiserie sans pouvoir toucher au sol. Elle s'arrêta en retenant son souffle, paralysée par la sensation d'un impérieux appel que son imagination se refusait à préciser. Il lui sembla que son corps était une prison dont elle était devenue incapable de se délivrer. Les raclements devenaient de plus en plus faibles. Ils furent bientôt imperceptibles et elle se demanda si elle avait réellement entendu quelque chose. Mon imagination me joue des tours, murmura-t-elle en souriant, tandis qu'elle reprenait le chemin du bureau de poste. Le sourire se figea sur ses lèvres. Il faut toujours agir avec circonspection, se dit-elle. Si elle se mettait à faire des scènes à son voisin à tout propos et hors de propos, et sans le moindre petit bout de preuve, les gens auraient vite fait de la prendre pour une vieille toquée. Si seulement elle pouvait s'arrêter de sourire. Elle acheta le mandat poste, le mit sous enveloppe et regagna son logement, se répétant que rien n'était arrivé, rien du tout. Ce point bien établi, sa vie pouvait continuer comme d'habitude. Pas encore là? Très bien, mon ami, je ne t'attendrai pas. Je vais te préparer ta viande et si elle est desséchée quand tu arriveras, ne t'en prends qu'à toi-même. Elle enfila les gants avec lesquels elle tenait les rênes de son cheval 37 années auparavant. Ça fait juste un an. J'ai dû m'en servir plus de 300 fois pour préparer tes repas. Et ils sont toujours aussi solides. On ne trouve plus de gants comme ça aujourd'hui. Du saumon de conserve pour moi? Vraiment, ça ne me dit rien. Je vais plutôt me faire une bonne omelette. La cuisinière ne savait jamais les cuire à point autrefois. Elle fit son omelette avec le plus grand soin, mais la mangea très vite. Quand elle eut avalé son café, elle se dirigea vers la bibliothèque qui surmontait le bureau. Elle n'en avait pas ouvert les portes vitrées depuis 10 ans. Elle prit Ivanhoé, cadeau de son père à sa mère au temps de leur fiançailles. À 10h15, elle ferma le livre. Je ne t'ai jamais attendu pour me coucher, tu le sais, et je ne commencerai pas aujourd'hui. La vieille fille avait coutume de laisser les rideaux légèrement écartés, la largeur d'un chat. Ce soir-là, elle les ferma complètement. Quand elle fut étendue sur son lit, elle vit le clair de lune passer entre les anneaux. Plus tard, ce fut la clarté de l'aube. En sortant, le lendemain matin, elle prit d'infinies précautions pour ne pas rencontrer Jenkins. Comme s'il avait été en embuscade, il jaillit du placard au balai, sous l'escalier. Bonjour, madame. Je n'ai pas encore vu votre petit Minet aujourd'hui. Petit Minet, quelle écœurante façon de parler de son chat.
Je ne suis pas inquiète, Jenkins. Cela lui arrive souvent de partir en expédition pour 2 ou 3 jours. Excusez-moi, je suis un peu en retard. C'était faux, bien entendu, et elle attrapa le train de Londres avec les quelques minutes d'avance habituelles. Au bureau, ses collègues lui semblèrent plus animés que de coutume. Une phrase de leur conversation pénétra jusqu'à sa conscience. Si Lonelas ne gagne pas demain, je serai obligé de passer mes vacances à Londres. Lonelas, un cheval de course, très probablement. Demain avait lieu une course classique, comme il disait. Il y en avait 5 dans l'année, mais elle n'arriva pas à se souvenir de laquelle il s'agissait. Cela lui rappela l'existence de Mr. Rinditch. Que cet homme était donc horrible et vulgaire. Miss Paisley pensa aussitôt au propriétaire du Labrador. Un gentleman né, celui-là, malgré son accent cockney. Faufile-toi par-dessous et hardi, petit. Elle ne sortit pas pendant l'heure du lunch et n'acheta donc pas de viande pour le chat. Le soir, quelques minutes avant 8 heures, les pas de Jenkins résonnèrent sur le palier. Il frappa chez elle. Bonsoir, madame. Je ne vous dérange pas, j'espère. J'aimerais vous montrer quelque chose. Vous avez 2 minutes? En descendant l'escalier, toute la vérité sur Jenkins et elle-même lui apparut brutalement. Madame, elle saisissait à présent l'accent de mépris dans sa voix. Elle pouvait même imaginer tous les éclats de rire qui avaient dû accueillir les bonnes histoires du portier sur l'employé de bureau qui se donnait l'air d'être une dame temporairement gênée. Mais maintenant, elle saurait garder sa dignité. Ils suivirent le couloir, gagnèrent la cour, et, arrivés devant les boîtes à ordures, Jenkins souleva l'un des couvercles. Sur les détritus se trouvait le cadavre du chat, un bout de cordon Astor de couleur verte autour du cou. Eh bien, Jenkins? Le sourire de Miss Paisley le démontait visiblement. Il a été chez Mr. Rinditch un peu après votre retour hier soir. Vous ne pouvez pas vous plaindre, vous étiez prévenu. Oh, épandre un animal comme ça dans les règles, c'est pas le torturer. Votre petit minet n'a pas dû souffrir. Mr. Rinditch a juste passé la corde autour d'une patère. Il a tiré dessus et hop, c'était fini. Ces détails m'importent peu. Elle savait que sa froide indifférence privait ce chacal du plaisir sadique escompté. Rien ne prouve que Mr. Rinditch soit responsable de cet acte, Jenkins. Cela pourrait avoir été n'importe quel locataire de l'immeuble. Mais je vous dis que c'est lui. Quand ma bourgeoise lui a apporté son souper hier soir comme d'habitude, elle a vu un bout de corde verte qui sortait de sous le lit. Et il y avait encore des petits bouts de corde effilochés près du porte-manteau. Ma femme a jeté un coup d'œil supplémentaire en débarrassant les plats et elle a repéré le collier dans la corbeille à papier. On ne peut pas pendre un chat avec son collier parce que la corde ne glisserait pas bien sur le métal. Elle m'a dit que le cuir
avait été coupé, comme qui dirait, avec un rasoir. Le regard de Miss Paisley se dirigea vers la boîte à ordures. Le chat n'avait plus de collier, en effet. Jenkins ne la quittait pas des yeux. Il eut peur de ne pas être cru. Comme tous les menteurs invétérés, il était toujours prêt à multiplier des preuves de sa bonne foi quand il lui arrivait de dire la vérité. J'y repense. Le collier doit être encore dans la corbeille, dit-il, se parlant à lui-même. Puis il ajouta: Elle n'est pas loin de la fenêtre de devant. Passons de l'autre côté. Vous le verrez de vos propres yeux. La corbeille était un osier tressé. Miss Paisley distingua suffisamment le collier entre les brins d'osier pour perdre tous ses doutes. Elle s'entendit répondre à Jenkins avec la plus grande netteté. Déjà, quelques minutes plus tôt, elle s'était vue impassible près de la boîte à ordures, anticipant ce qu'il y aurait sous le couvercle. Comme il est facile de demeurer calme lorsque votre décision est prise. Quand elle se retrouva dans sa chambre, il était seulement 8h05. Aucune importance. Son calme durerait aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Dans 2h23, Mr. Rinditch rentrerait chez lui. Elle se mit à frissonner et enfila sa veste de daim vert avant de s'asseoir dans son fauteuil, le buste bien droit, les doigts raides, enfoncés dans les plis du capitonnage. Avant le retour de Mr. Rinditch, laisse-moi te dire que j'avais entendu tes griffes égratigner la boiserie. Tu vivais donc encore à ce moment-là. Nous avons déjà admis que si j'avais heurté sa porte de mes poings, si je n'avais pas craint de faire une scène, tu serais toujours vivant. Nous ne discuterons pas sur le point de savoir si j'aurais dû agir ainsi. Il y a du pour et du contre, donc pas de récrimination stérile. Miss Paisley garda le silence jusqu'à 10h25. À ce moment, elle se leva, mit les gants de cuir, comme si elle se préparait à couper la viande de son chat. Le couteau se trouvait à sa place habituelle, sur la planche. Ses doigts le saisirent rapidement, comme dans la crainte de voir quelqu'un le lui arracher. « Faufile-toi par-dessous et hardi, petit !» dit-elle. Mais, de nouveau, son corps refusa de lui obéir. Elle serrait convulsivement le manche du couteau, sans parvenir à le soulever d'un centimètre. Elle avait pourtant l'impression de déployer toute sa force musculaire contre ce poids démesurément lourd. Le bruit assourdi d'une porte claquée l'avertit que Mr. Rinditch venait de rentrer chez lui. Je m'énerve trop. Il faut que je retrouve mon calme. Sans quitter sa jaquette ni ses gants, elle retourna s'asseoir dans le fauteuil. À mon âge, il ne faut pas me demander de changer les habitudes de toute ma vie. Quand j'essaie, je suis tiré à la fois de deux côtés différents. Je t'ai dit dès le début que tu arrivais trop tard. Tu n'aurais pas dû aller chez ce bookmaker. Je t'ai abandonné à sa haine et il t'a tué de propos délibérés. Oh oui, je le sais, je t'ai trahi. Et maintenant,
Je ne suis même plus capable de prier. Des questions sans réponse possible assaillirent l'esprit de la vieille fille, suivies par des visions de cauchemars contre lesquelles son éducation victorienne était incapable de réagir. Quand elle reprit enfin conscience du décor familier, il était 3 heures du matin. L'électricité brûlait et elle ne portait plus ni gants ni veste de daim. Je ne me rappelle pas avoir allumé. Je suis trop fatigué pour me souvenir de quoi que ce soit. Ayant pris la résolution de ne pas se rendre à son bureau et de dormir toute la matinée, elle se déshabilla, se coucha et, pour la première fois depuis plus d'1 an, s'endormit aussitôt sans penser au chat. Elle fut réveillée peu après 7 heures par des bruits inaccoutumés. Branle-bas au rez-de-chaussée, éclats de voix, allées et venues dans l'escalier. Elle s'assit sur son lit et écouta. La femme de Jenkins alternait les sanglots et les hurlements, une habitude des classes laborieuses hautement déplorée par Miss Paisley. Une voix qu'elle reconnut pour être celle du chaudronnier logé au dernier étage, criait d'en bas. « Emma, Emma, ils y ont passé les menottes pour l'emmener. Tu parles d'un truc alors ?» Miss Paisley enfila son grand manteau d'hiver et, le col relevé jusqu'au menton, ouvrit la porte. « Pourquoi tout ce bruit ?» demanda-t-elle au chaudronnier. « Oh, c'est à cause du bookmaker qui habitait au rez-de-chaussée. Quelqu'un y a coupé la gorge cette nuit. Les flics ont amené Jenkins. Et menottes aux mains encore. » « Oh, répondit Miss Paisley, je vois. » Elle referma sa porte. Tout en s'habillant avec plus de soin que de coutume, elle se revit, essayant de prendre le couteau, se remémorant les phrases de mépris dont elle s'était abreuvée. Ensuite, le temps et l'espace se brouillaient. Elle tâtonnait au milieu d'une sorte de brouillard mental, d'où émergeaient des lueurs. « Faufile-toi par-dessous et hardi, petit !» était l'une d'elles, slogan accompagné d'un intense sentiment d'orgueil. Mais n'y avait-il pas une autre lumière pour la guider ? Elle eut le vague souvenir de s'être glissée furtivement comme un chat dans l'ombre vers le fleuve. Pourquoi le fleuve ? Elle s'était lavé les mains dans de l'eau froide, puis c'était le retour à son fauteuil comme seule récompense à ce retour à la réalité. La tête lui tournait. Enfin, quelqu'un lui avait tranché la gorge cette nuit. Loin de se sentir anéantie, Miss Paisley s'aperçut qu'elle pouvait de nouveau prier. « Seigneur, je suis une meurtrière. Il serait donc absurde de ma part de vous demander quoi que ce soit, mais il faut que je reste calme pendant les heures à venir. Si vous pouvez m'aider à rester calme, le reste me regarde. » Au commissariat, Miss Paisley donna un résumé cohérent des faits précédant la mort de son chat, puis écrivit ce qu'elle avait fait ensuite, en état de transe. Le sergent de service étouffa un bâillement. Il sortit un imprimé et posa une série de questions sur son identité, ses occupations, etc., sans faire allusion au meurtre. Quand il eut fini d'écrire ses réponses, il les lut à haute voix. « Et vous déclarez avoir tué Rinditch
En état de transe, avez-vous dit? C'est bien cela, Miss Paisley. Elle fit oui de la tête et signa sa déclaration. L'inspecteur est très occupé en ce moment, expliqua le sergent. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir aller prendre un siège dans la salle voisine. Miss Paisley, qui s'était attendue de se voir mettre au moins les menottes à la fin de l'entretien, fit un nouvel effort pour rester calme. Elle s'assit dans la salle d'attente et fut assez offensée en s'apercevant que personne ne se souciait de monter la garde à côté d'elle. Au bout d'une heure, un policier la fit monter sans enthousiasme dans une voiture qui la conduisit au commissariat central du comté. Le chef inspecteur Green, qui avait fait son apprentissage à Scotland Yard, s'était déjà trouvé devant une bonne douzaine d'hystériques promptes à s'accuser de meurtres imaginaires. 1 sur 4 prétendait habituellement avoir agi en état de transe. L'expérience lui avait aussi appris que les clientes de ce genre pouvaient être des plus empoisonnantes si elles s'imaginaient qu'on ne les traitait pas avec tout le sérieux convenable. Vous croyez donc que Rinditch a tué votre chat parce que Jenkins vous l'a dit, Miss Paisley? Mais pas du tout. Elle décrivit le collier et expliqua pourquoi on avait dû l'enlever afin de pendre le chat, ajoutant divers détails à propos de la corbeille à papier. Le collier doit donc se trouver encore dans cette corbeille, si Jenkins a dit la vérité. Des recherches entreprises sur place établirent qu'aucun collier ne se trouvait dans la corbeille ou dans l'appartement de Rinditch. Miss Paisley fut stupéfaite. Elle savait l'avoir vu dans la corbeille. L'inspecteur reprit l'entretien avec elle dans son appartement de Rumbold Chambers. Elle affirma qu'elle avait eu l'intention de tuer Mr. Rinditch à son retour, à 10h30, mais ne s'était pas trouvée suffisamment prête à ce moment-là. Elle ignorait à quelle heure elle avait commis son crime, mais c'était sûrement avant 3 heures du matin. Comme arme, elle avait utilisé le couteau qui lui servait exclusivement à découper la viande du chat. Je ne me souviens absolument pas de l'acte lui-même, inspecteur. Je puis seulement dire qu'il était clair dans mon esprit que je devais m'approcher très près de lui et frapper de bas en haut. Les paupières de l'inspecteur battirent. Il hésita un instant, puis essaya une autre ligne d'approche. Ça s'est passé après 10h30, après qu'il eut verrouillé sa porte pour la nuit, selon vos propres paroles. Comment avez-vous alors pénétré chez lui? C'est encore une question à laquelle je suis incapable de répondre. Je n'ai sûrement pas tambouriné à sa porte. Quelqu'un m'aurait entendu. Peut-être ai-je... Oui, certainement. Je suis entré par la fenêtre. Il m'était arrivé une fois, je l'avoue, d'entrer ainsi chez Mr. Rinditch pour attraper mon chat qui refusait de venir malgré mes appels. Et comment êtes-vous entré dans la cour? Cette porte est fermée à clé la nuit. Jenkins avait dû oublier la clé dans la serrure. Il est très négligent. Mais vous n'avez aucun souvenir du crime lui-même. Vous imaginez les choses d'après ce que vous pensez avoir probablement fait. Miss Paisley
se souvint qu'elle avait demandé à Dieu de rester calme. Je ne méconnais pas la force de votre argument, inspecteur, mais permettez-moi de vous dire qu'il serait bizarre, pour ne pas employer une expression plus forte, de voir une femme de ma classe et de mon caractère s'accuser faussement dans l'espoir de se faire remarquer. Je vous demande de croire que j'étais assise dans ce fauteuil vers 10h30 et que mon plus net souvenir est ensuite de m'être trouvé dans ce même fauteuil après 3 heures du matin. Mais il y a d'autres indices. Bon, nous admettons que vous avez quitté ce fauteuil, même si vous n'avez pas gardé le souvenir de votre geste. Vous avez peut-être fait autre chose, mais je vous démontrerai que vous n'avez pas tué Rinditch. Voyons d'abord l'arme du crime. Miss Paisley alla vers le placard. Le couteau n'est pas là, s'exclama-t-elle. Oh, mais bien sûr, j'ai dû le... Voyons, ne l'avez-vous pas trouvé sur le corps? L'inspecteur Green fut désappointé. L'affaire eût été terminée si elle lui avait montré son couteau, car on en avait déjà trouvé un sur le cadavre. Un couteau qu'on pouvait acheter chez n'importe quel quincaillier du royaume et que rien ne permettait d'identifier. Si vous étiez entré chez Rinditch, vous auriez laissé des empreintes digitales un peu partout. Je portais des gants en cuir, des gants de cheval. Voyons ces gants, Miss Paisley. Elle retourna vers le placard. Les gants n'étaient pas sur la planche du haut. Je me demande où j'ai bien pu les mettre, balbutia-t-elle. Ça n'a pas d'importance, soupira Green. Laissez-moi vous dire ceci, Miss Paisley. L'homme, ou la femme si vous préférez, qui a égorgé Rinditch, n'a pas exécuté la besogne sans avoir reçu quelques jolies éclaboussures sur ses vêtements. Elle n'aurait jamais traversé ma veste de daim. Quelle veste de daim? Oh, j'ai oublié de vous dire que je portais une jaquette verte en daim quand je me suis assise dans le fauteuil à 10h30. Et vers 3h, quand j'ai repris mes esprits, je ne l'avais plus. Nous devons donc trouver quelque part ici une veste en daim couverte de sang. Je regarde sous les meubles, regardez à l'intérieur. Quand les recherches se furent avérées infructueuses, Miss Paisley parut atterrée. Vous ne me croyez pas, s'écria-t-elle. Je crois que vous êtes persuadée d'avoir commis le crime, Miss Paisley. Vous avez eu le sentiment que votre devoir était de tuer le meurtrier de votre chat. Mais vous saviez bien, en votre fort intérieur, que vous étiez incapable de le faire, surtout avec un couteau. Vous vous êtes donc offert une crise nerveuse. Les médecins doivent avoir un mot spécial pour ça, une sorte de trouble et de transe de possession, au cours de laquelle l'idée que vous aviez commis le meurtre s'est ancrée dans votre esprit. Et j'aurais caché le couteau, les 2 gants et la veste de daim afin de vous induire en erreur. Pas m'induire en erreur moi, Miss Paisley, mais bien vous-même. Et, si vous voulez savoir le fond de ma pensée, vous avez caché couteau, gants et jaquette parce qu'ils n'étaient précisément pas tachés de sang. La tête de Miss Paisley lui tourna un peu. Ne vous désolez pas d'avoir été incapable de le tuer, poursuivit l'inspecteur en souriant à sa propre pensée. Ce matin, à 7h, un policeman
a trouvé Jenkins en train de jeter une serviette de cuir dans la Tamise. C'était la serviette que Rinditch gardait toujours la nuit sous son lit. Et Jenkins avait 230 et quelques livres en billets dans sa poche, sur la provenance desquels il ne veut rien dire. Miss Paisley resta silencieuse. Vous avez encore le sentiment d'être responsable de sa mort? Elle fit oui de la tête. Alors, souvenez-vous de ceci. Un cerveau qui vous a déjà induit en erreur peut recommencer, et c'est le cas à présent. L'inspecteur Green a été vraiment gentil et indulgent, pensa Miss Paisley. Acceptons sa décision. D'autant plus qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et admettons sans discuter son interprétation de mes actes. Le misérable Jenkins sera pendu, mais c'est un affreux individu. Et les choses ne s'arrangent pas si mal au fond, après tout. Dès sa première comparution devant le juge, Jenkins fut inculpé d'assassinat et l'affaire renvoyée aux prochaines assises qui se tiendraient en automne à Old Bailey. Les pensées de Miss Paisley reprirent leur cours normal. Par un beau soir du début d'octobre, confortablement assise dans son fauteuil, elle se demandait une fois de plus si son père n'avait pas fait une grave erreur à propos du jeu de croquet, lorsque, absorbée par ce problème, elle glissa machinalement ses doigts entre les plis du rembourrage du siège. Ils rencontrèrent un objet dur et le tirèrent vivement. C'était le collier du chat. Elle le prit à deux mains, tandis que lui revenait le souvenir très vif de cette soirée où, aux côtés de Jenkins, elle l'avait aperçu dans la corbeille à papier de Mr. Rinditch. La boucle n'était pas défaite. Le cuir avait été coupé comme au rasoir. Elle lut l'inscription: « Une livre de récompense pour mon retour ». Je l'ai ramassé dans la corbeille après. Elle revécut l'enivrante minute pendant laquelle elle avait tué le bookmaker. Le moindre détail lui revenait nettement à présent. « Faufile-toi par-dessous et hardi petit, comme avait fait le chat. Et ensuite, gare-toi vite. » Elle avait retiré un de ses gants pour saisir le collier dans la corbeille et l'avait fourré dans sa blouse. Puis, elle avait remis les gants avant de quitter cette chambre et de prendre le chemin du fleuve. De retour chez elle, assise dans son fauteuil, elle avait sorti le collier. L'exaltation qui l'avait soutenue lors de sa première rencontre avec la police s'était envolée. Elle se leva, tout son corps raidi, comme le jour où elle avait entendu les griffes du chat égratigner la boiserie, son esprit refusant d'accepter l'intolérable vérité. De nouveau, elle eut l'impression d'être dans une prison, d'où elle ne s'échapperait plus. Il restait ce collier, preuve irréfutable, mais facile à faire disparaître. Si je le garde en souvenir, tout va encore s'embrouiller dans ma tête, et je vais recommencer à m'accuser d'avoir commis un meurtre. Comment ce charmant inspecteur a-t-il dit déjà? Un cerveau vous a déjà induit en erreur? Elle eut un petit sourire en glissant la pièce à conviction dans son sac, et, après avoir passé un manteau, prit le chemin du vieux port.
Elle suivit la route directe, cette fois-ci, et lança le collier dans le fleuve, sûre de le voir couler tout de suite, grâce au poids de la plaque de métal. Aucune difficulté. Ce n'était pas comme la veste en daim, poissée de sang, et les gants de cuir, dont elle avait dû, le souvenir lui en revint brusquement, faire un paquet alourdi de cailloux ramassés entre les tombes du vieux cimetière.